du Rwanda sur les camps des réfugiés en République démocratique du Congo. Et malheureusement, en fait, la première structure qui a été attaquée, c'était l'hôpital de l'Emera, où mes malades ont été tués dans leur lit. Le staff qui était resté sur place a été également massacré. Et pour moi, c'était un choc. Ça m'a pris pratiquement 2 ans avant que je puisse encore penser que je peux prendre en charge un malade. Et c'était très, très difficile à vivre. Et non seulement, Dr Denis Mukwege, et non seulement vous avez pris en charge les malades, mais finalement, cette horreur, cette atrocité vous a poussé à développer ce modèle holistique que vous avez développé ensuite à l'hôpital de Panzi et à la Fondation Panzi, de prendre en charge totalement les victimes et les femmes. Absolument. Donc, je disais, 2 ans après, je m'étais rendu compte qu'il y avait le même problème, même en ville, où les femmes perdaient leur vie, tout simplement parce qu'il n'y avait pas une prise en charge obstétricale de qualité. Et donc, je décide à ce moment-là de créer l'hôpital des Panzi en 1999, le 1er septembre. Et le 1er septembre, la première patiente qui vient à l'hôpital, elle ne vient pas accoucher. Et je suis surpris, on m'appelle, puisqu'il y a une femme qui saigne, qui va très mal, et j'arrive, j'essaie de comprendre ce qui s'était passé. C'est une femme qui avait été violée avec une extrême violence, et non seulement elle avait été violée, mais aussi les bourreaux n'ont pas trouvé mieux que détruire son appareil génital. Et donc elle saignait. Je suis arrivé et j'ai pris cette femme en charge. Et dans mon esprit, à ce moment-là, je pensais que c'était un malade mental qui a pu faire des choses comme ça, puisque j'étais 15 ans dans la région, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'était la première fois et donc j'étais choqué, mais j'ai trouvé une explication sur le plan mental pour faire face. Pour faire face. Bon, ça doit être quelqu'un qui est complètement malade qui a fait ça. En fait, c'était les débuts de quelque chose que je n'avais pas planifié dans ma vie. De quelque chose de totalement atroce, vous le racontez vous-même, c'est-à-dire que vous avez d'abord réparé ces femmes, ensuite compris et développé à plusieurs et en équipe toute cette démarche holistique, mais vous avez aussi vu arriver leurs filles, et même des enfants, et même des bébés. En effet, je disais le 1er septembre, je soigne la première victime, mais le 31 décembre, je me rends quand même compte en 1999 que j'ai déjà soigné 45 femmes qui racontent la même histoire. J'ai été violé par 2, 3, 4, 5, et puis après, voilà, ils m'ont introduit des objets dans l'appareil génital, ils ont tiré sur moi, etc. Et là, je commence à me rendre compte que il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans la région. J'y étais déjà gynécologue obstétricien, donc je connaissais plus ou moins la pathologie locale. Et à ce moment-là, j'ai publié dans PLOS Médical viol avec extrême violence, nouvelle pathologie au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. J'alerte également Human Rights Watch, et vraiment... Très vite, tout de suite. Très vite, j'alerte, ils viennent et ils publient un article qu'ils ont appelé « La guerre dans la guerre ». Et là, j'étais presque convaincu que le monde va se réveiller, le monde va faire quelque chose. On ne tue pas les malades dans leur lit et que le monde garde silence. On ne viole pas avec une telle violence les femmes et que le monde se taise. Eh bien, et mon article et l'article écrit par Human Rights Watch sont passés presque comme inaperçus. Je m'étais rendu compte que c'était seulement des journalistes qui venaient, mais aucune action réelle pour pouvoir arrêter ces atrocités. C'est pour ça que vous n'avez cessé ensuite de prendre votre bâton de pèlerin, je ne sais pas comment le dire autrement, pour aller défendre la cause des femmes, pour aller faire entendre votre voix, ce que vous aviez vu. Le prix Nobel de la paix est venu bien tard par rapport à tout ça. Vous vouliez à la fois les réparer, on va revenir aussi sur la démarche et sur le Panzi qui maintenant se développe dans le monde entier, mais
vous vouliez alerter, c'est-à-dire qu'au-delà de votre travail de médecin, de votre rapport humain à la souffrance, au-delà de tout, vous vouliez faire entendre leur voix, la voix de ces survivantes, de ces femmes, de cette humanité qu'on détruit. Ben, quand je commence à réparer, soigner les enfants des victimes, là je comprends que je suis au bloc opératoire, mais ça ne sera pas une solution. Donc je vais continuer à soigner les mères, les enfants, etc., sans fin. Et donc je me dis, non, je pense qu'il faut prendre aussi le temps d'informer le monde, essayer d'alerter par rapport à ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que je commence tout simplement à écrire des articles scientifiques, faire des classifications des lésions qu'on soigne à l'hôpital, puisque bon, ben, pour beaucoup de lésions, elles n'étaient pas décrites. Hein. Ce ne sont pas des choses que l'on voit dans les pathologies habituelles. Et donc, j'essaie d'alerter d'abord sur le plan médical, mais assez rapidement, je me rends compte que je ne suis pas en train de soigner seulement les personnes physiquement, puisque ces personnes sont aussi détruites sur le plan psychologique. Et j'essaie d'alerter le monde. Et c'est comme ça aussi que vous avez développé ce modèle Panzi, hein, qu'on appelle le modèle Panzi, la fondation Panzi, d'un soin holistique, et de comprendre que vous êtes médecin, vous êtes gynécologue, vous voulez réparer, mais il faut réparer au-delà. Il y a la question de la justice qui est fondamentale, il y a la question de la réinsertion qui est fondamentale, il y a la question psychologique qui est fondamentale, et il faut aussi que ce soit pérenne, il faut que ces femmes, elles survivent et qu'elles vivent, et que leurs enfants et leurs filles vivent aussi. Absolument. Lorsque, en fait, sur le plan médical, le fait de soigner une femme qui arrive, elle est incontinente, vous arrivez à rétablir la continence fécale, la continence urinaire, sur le plan médical, vous dites mission accomplie. Mais ce qui vous surprend, c'est que vous êtes satisfait, mais votre patiente, elle ne veut pas partir. Ça, c'est le premier constat. On se rend compte que les malades, elles sont contentes d'être continentes, mais elles continuent à avoir des plaintes qui n'en finissent pas, etc. Et c'est à ces moments-là, dans une ville où il n'y avait pas de psychologue clinicien, on commence quand même à se poser cette question. Que faut-il faire? On ne peut pas garder toutes les victimes à l'hôpital. Il faut qu'elles puissent partir. Et on va s'intéresser à leur aspect psychologique. Et donc, ça sera le deuxième pilier de notre prise en charge à l'hôpital de Panzi, où on associe la prise en charge médico-chirurgicale à la prise en charge psychologique. Mais il y a d'autres piliers, hein, il y a 4 piliers. Effectivement, hein. Et là, on voit vraiment une amélioration. On voit que les femmes deviennent fortes, elles deviennent capables de pouvoir de parler de ce qui est arrivé, mais malheureusement, comme on est dans une zone d'insécurité permanente, pour beaucoup, il était très difficile de retourner dans leur village, puisqu'il y avait encore de groupes rebelles qui agissaient dans ces villages, mais aussi sur le plan social. Beaucoup de ces femmes étaient rejetées par leur mari, rejetées par la communauté, et donc elles ne savaient pas retourner dans leur village puisqu'elles ne seraient pas accueillies. Et c'est là où nous allons mettre en place le troisième pilier, qui est la prise en charge socio-économique, soutenir les femmes pour leur permettre en fait d'être capables, d'être autonomes tout simplement. Les plus jeunes, on les envoie à l'école. Et ça, j'ai eu des résultats impressionnants, de petites filles qui sont venues, elles étaient esclaves sexuelles dans la forêt pendant des années, elles ne savaient ni lire ni écrire, qu'on a pu envoyer à l'école. Aujourd'hui, on a des anesthésistes, on a des enseignantes, on a même des juristes, et à chaque fois quand on pose la question, quand ces filles, elles sont devenues des femmes, me disent, par exemple, moi j'ai décidé de devenir anesthésiste, puisque quand j'étais violée, blessée, la seule fois que j'ai senti que je suis encore en vie, c'est quand les anesthésistes m'ont pris en charge et calmé ma douleur. Et moi, je ne voudrais pas que les autres femmes souffrent comme j'avais souffert. C'est pour ça que j'ai décidé
de faire l'anesthésie. Et ceux qui font le droit viennent avec, quand on m'a violé avec ma mère, je voudrais quand même défendre les droits. C'est ça, parce qu'il y a la justice, bien voilà, sûr. exactement. Et donc, notre dernier pilier est né du fait que les femmes, lorsqu'elles se portent bien physiquement, bien sur le plan psychologique, mentalement, et qu'économiquement, elles peuvent survenir aux besoins de leurs enfants, aux besoins de leur famille, et que, bon, on a un programme toit pour les survivantes, lorsqu'elles ont leur petit toit et qu'elles sont chez elles, souvent il y a ce besoin de justice. Et moi je pense que les femmes qui demandent justice, ce n'est pas la vengeance. Et pour beaucoup de femmes, la justice en fait c'est compléter le processus de guérison. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi le bourreau, il est toujours là? Il est dangereux pour les autres. Et ça, je trouve ça toujours formidable, la démarche des victimes de violences sexuelles, de pouvoir protéger aussi les autres. Et donc, lorsqu'elles viennent, souvent c'est pour nous demander à ce que nous puissions les accompagner devant les cours et tribunaux. Et aujourd'hui, à Panzi, non seulement nous avons des chirurgiens, des médecins, des psychologues, des juristes, des avocats qui accompagnent les victimes, mais également des sociologues, des économistes qui les aident à pouvoir reconstruire leur vie. À vous écouter, on a l'impression qu'elles vous ont appris énormément, ces femmes. En même temps, vous parlez de Panzi, en ce moment même en RDC, en République démocratique du Congo. Vous n'êtes vous-même pas toujours bienvenue, vous avez été menacée, vous avez dû quitter. Comment ça se passe à Panzi et comment vous tenez, docteur Denis Mukwege, face à cette horreur? On parle aujourd'hui d'essayer de faire reculer, et ça ne recule pas malgré le fait qu'on puisse réparer, qu'on puisse s'en sortir, et que ces femmes soient aujourd'hui des modèles qui vous inspirent vous-même. Ah bon, ces femmes m'inspirent beaucoup. Je trouve que les femmes qui sont passées par ces modèles, lorsque vous les retrouvez dans leur village, elles deviennent vraiment des agents de changement dans leur village. Ce sont des leaders communautaires. Et leur approche, c'est une approche qui est beaucoup plus collective. Ce sont des femmes qui ne se battent pas pour leurs droits seulement, elles se battent pour le droit de leurs enfants. Quand elles vous parlent, c'est pour dire nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Nous voulons absolument que nos enfants ne puissent pas connaître ce que nous avions connu. Et je trouve que leur façon d'agir ou de se battre pour le droit de la communauté qui ne les avait pas protégés, c'est très très inspirant. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui à ces femmes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous aussi, puisque vous voyez que ça continue? Je pense que ces femmes m'inspirent beaucoup. Et si je parle de la République démocratique du Congo, je crois que l'avenir du Congo est dans les mains de ces femmes. Le jour où ces femmes prendront la responsabilité de conduire les choses, parce qu'elles ne réfléchissent pas par rapport à elles-mêmes, elles réfléchissent par rapport à leurs enfants, au bien-être de leurs enfants, au bien-être de la communauté. Et je trouve que cette façon de voir, parfois, manque dans le leadership qui fait que l'individualisme l'emporte sur l'aspect collectif. Et je crois que ces femmes m'inspirent beaucoup dans leur façon de s'organiser, dans leur façon d'organiser leur communauté. Et moi, je pense que l'avenir de mon pays est dans les mains de ces femmes, les jours où tout le monde comprendra le rôle qu'elles peuvent jouer, comment elles peuvent aider notre communauté à se reconstruire. Mais je crois que j'ai eu l'occasion de voyager à travers le monde. J'ai été en Colombie, par exemple, où j'ai rencontré des femmes colombiennes. Elles m'ont impressionné, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Elles ont une notion de leurs droits très très élevée. J'ai dit souvent dans d'autres endroits du monde, j'ai dit, si vous voulez vraiment voir des femmes qui se battent pour leurs droits, il faut par exemple aller rencontrer les femmes colombiennes. Tout de suite là, j'ai parlé des femmes ukrainiennes que j'avais rencontrées avant la dernière agression, celle qui était agressée avant. C'était des femmes qui venaient et quand elles venaient dans nos réunions, elles étaient incapables de vous regarder dans les yeux. Elles avaient tellement honte, elles étaient humiliées, écrasées, elles ne pouvaient pas. Mais aujourd'hui, quand je vois ces femmes
à la tribune des Nations Unies, parler avec force, et réclamer leurs droits, se battre pour leur pays, etc., ben, je suis très impressionné et je crois que ce n'est pas seulement au Congo. J'ai l'impression que partout où j'ai rencontré les victimes de violences sexuelles, elles font la différence. Ces femmes font la différence, elles vous inspirent, vous nous inspirez, Denis Mukwege, vous inspirez, on va en parler tout au cours de cet après-midi, de nombreux projets à travers le monde. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Parce que vous êtes comme ces femmes, vous pensez à la collectivité bien avant de penser à vous-même. C'est quoi votre moteur le plus profond à vous? Ben, je ne sais pas si, mais je crois que si je peux vraiment me poser ou répondre à cette question, je crois qu'il y a trois choses qui font que je tienne, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai déjà été menacé, j'ai assisté à... J'ai perdu des proches, j'ai vécu à l'hôpital plus de 10 ans où je ne pouvais pas rendre visite même à ma famille, etc. Donc c'est une vie très très difficile où on est menacé, appelé au téléphone pour juste essayer de vous attraper et vous faire du mal, etc. Et je crois que la première chose, je crois que j'ai une famille qui me soutient. Mon épouse, elle est vraiment un soutien, puisque si elle me disait « je m'en vais, je ne peux plus rester au Congo », je l'aime beaucoup, je crois que je partirai. Et son courage d'être avec moi, me soutenir dans ce que je fais, et mes enfants, puisque quand on était réfugiés à Boston, je voulais les laisser aux États-Unis, mais mes enfants m'ont dit « papa, quand ils sont venus, ils n'ont pas tiré sur nous, mais c'est quand... tu es venu qu'ils ont commencé à tirer, et donc nous pouvons retourner au Congo, mais pas vous. Et ce soutien de mes enfants, de mon épouse, je crois que ça me permet de pouvoir tenir et continuer à faire ce que je fais. Il y a la deuxième chose, c'est que je crois que ma boussole, c'est je crois dans l'homme. Je pense malgré tout, je crois que l'homme, en fait, l'amour devrait être, devrait nous guider tous, de voir l'autre comme nous-mêmes, de pouvoir aimer l'autre, puisque faire du mal, le mal que moi je vois, je me dis parfois les animaux ne peuvent pas faire ça. Et c'est l'homme réfléchi qui commet des choses comme ça. Et donc je pense que ma foi dans l'homme, la foi tout court, me permet de pouvoir continuer. Et enfin, il y a la motivation des femmes. Elles sont le fuel, elles sont vraiment le fuel de tout ce que je fais, puisque je crois qu'à chaque fois quand j'ai rencontré les victimes de violences sexuelles dans leur milieu, ou la reconstruction de leur vie, ce qu'elles font dans leur vie, après avoir subi l'indicible, je me dis, si elles tiennent, si elles continuent à croire dans l'homme, si elles continuent à aimer, si elles continuent à se battre pour les autres, qui suis-je pour ne pas le faire, puisque je n'ai pas subi ce qu'elles ont subi, et elles continuent à se battre pour une société juste. Et donc pour moi, ces femmes sont exceptionnelles, extraordinaires. J'ai beaucoup d'admiration pour leur capacité de reprendre leur vie en main. Merci beaucoup, Denis Mukwege. Vous nous inspirez, ces femmes nous inspirent. Et effectivement, il faut investir dans cette humanité-là, réparer notre propre humanité. Peut-être qu'il y a quelques questions, j'imagine qu'il y a quelques questions dans la salle ou peut-être en ligne, en vidéo. Il y a un micro qui va pouvoir circuler. Le temps est évidemment réduit parce que c'est énorme, tout ce dont nous avons à parler aujourd'hui. Oui, je vois qu'il y a une question. Bonjour, je m'appelle Oro et je suis très émue de me retrouver en face de vous parce que je suis vos actions depuis très très longtemps et c'est vraiment très très appréciable de vous écouter et pour avoir été par moments en contact avec des survivants, je me suis toujours posé la question de où est-ce que vous trouviez la force de continuer à faire ce que vous faites. J'ai récemment vu votre film qui est sorti, Muganga. Je pense que j'ai pris le peu de courage que j'avais sur le sujet pour aller le voir. Et la question que j'avais, ça concerne une petite réflexion que je me suis faite en visionnant ce film-là.
c'est qu'on a une des survivantes qui est restée dans le centre pour la prise en charge, qui avait été victime de viol et par la suite qui a contracté une grossesse et à la fin qui avait souhaité avorter. Et dans votre discours, vous parlez beaucoup du fait que vous êtes guidé par la religion, dans ce que vous faites, vous êtes très croyant. Et à la fin, il y a un échange entre l'acteur qui vous représente et la survivante sur son désir d'avorter. Et l'acteur qui lui dit moi, selon mes croyances, je ne peux pas me permettre de te faire avorter. Et on a l'invité qui est là, qui est européen, qui rappelle le fait que c'est son droit, elle a le droit d'avorter, de ne pas garder l'enfant. Mais on n'a pas forcément eu de finalité de est-ce que la survivante, elle a pu avorter ou pas. Donc moi, je voulais savoir un peu votre positionnement sur le sujet, comment est-ce que vous le prenez et comment est-ce que aussi vous accompagnez les survivantes qui souhaiteraient avorter quand on sait que voilà, il y a ces interrogations, plutôt ces échanges sur le droit à l'avortement, même si aujourd'hui on est en pleine régression. Merci. Merci pour cette question. Du cinéma à la réalité, cher David. En effet, c'est une fiction et vous n'avez pas vu la fin. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de fin. Je crois que l'hôpital de Panzi est le seul endroit dans la province et même dans la région où toute femme victime de violences sexuelles qui se présente en dehors 72 heures reçoit un kit qu'on appelle le kit de prophylaxie post-exposition qui permet d'éviter une grossesse non souhaitée. Il y a des gens qui n'y croient pas et qui enlèvent tout simplement le progestatif qui est dans le kit, évite le VIH, sida et les infections sexuellement transmissibles. Et nous faisons des campagnes pour sensibiliser les victimes de violences sexuelles, pour qu'elles soient informées de ce qu'elles peuvent avoir comme service au niveau de l'hôpital de Panzi. Ce film avait été tourné avant Maputo, et donc nous avons une constitution, nous avons une loi, et je pense que je me soumets à la loi de mon pays. Et je trouve que celui qui a fait la fiction, il voulait y mettre un peu plus de l'européen dans la fiction pour en fait faire monter un peu les enchères. Mais la réalité est que une femme, quelle que soit sa situation, à Panzi, nous avons le système des mamans chéries qui les écoutent, qui les accompagnent, qui les soutiennent. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler même sur un modèle d'accouchement pour les enfants qui est très très intéressant. Et je pense que tous ces aspects, nous les prenons de façon holistique. Mais un film fiction, c'est une fiction. La réalité, c'est tout à fait autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes dans une très très mauvaise position. Vous avez dit que les droits des femmes sont en recul. C'est que ces molécules-là, malheureusement, c'est les États-Unis, USAID, qui les donnaient et ne les donnent plus. Alors si vous devez faire une campagne auprès du Parlement français, c'est leur dire de nous donner des moyens pour que nous puissions continuer à prévenir les grossesses non désirées. Et là, vous serez une bonne militante. Merci. Un grand merci pour cette réponse, Denis Mukwege. On peut prendre, je pense, une autre question. Peut-être qu'il y a des questions, oui, effectivement, en ligne. Oui, bonjour. Je me fais le porte-voix des personnes qui nous suivent en ligne, qui sont très nombreuses. Et donc beaucoup de mots de remerciement et de reconnaissance pour ce témoignage. Donc d'abord, merci beaucoup. Et une question en particulier sur la manière avec laquelle vous pouvez éviter les traumatismes secondaires ou vicariants. Vous l'avez un petit peu évoqué, notamment pour les femmes et les filles qui ont été atteintes par des atrocités en bas âge. Voilà, donc c'est une question qui est apparue en ligne. Merci. En effet, nous avons constaté que la prise en charge des victimes de violences sexuelles, lorsqu'on s'expose à écouter les récits,
c'est très traumatisant et je crois que nous avons eu de staff qui n'a pas pu tenir avant que nous ayons la capacité. J'ai dit, quand on a commencé l'hôpital, on n'avait pas un seul clinicien, psychologue clinicien dans la ville. Donc il a fallu qu'on ait des cliniciens. Et aujourd'hui, nous avons des psychologues qui soutiennent notre staff, puisque c'est très traumatisant d'écouter, quand vous écoutez ce qui se passe avec ces victimes de violences sexuelles, on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées et qui souffrent terriblement. Nous avons eu des cas même d'abandon ou des staffs qui ont présenté des anorexie mentale, etc., ou des troubles tout simplement de la santé mentale. Et donc aujourd'hui, dans notre prise en charge holistique, il y a cet aspect de la prise en charge du personnel, puisque si vous ne les soutenez pas, malheureusement, nous sommes tous humains. Lorsqu'on viole un enfant de 2 ans, 3 ans, que vous devez la prendre en charge, si vous êtes une mère, vous n'allez pas être indifférente, vous n'allez pas faire comme si vous étiez seulement médecin, ou vous étiez seulement psychologue ou juriste. Et donc, on fait très très attention maintenant par rapport à ça, puisqu'on voit l'impact que ça peut avoir sur le staff. Est-ce qu'il y a une question qui brûle la langue? On va ensuite passer. Dr Denis Mukwege va rester grand témoin. Il y en a une ici. Oui. Bonjour, merci beaucoup professeur pour votre venue ici. Je me demandais actuellement, avec la situation avec le M23 et tout ce qui se passe, les affrontements dans la plaine de la Ruzizi, quelle est la situation à l'hôpital, à Bukavu, à Panzi? Quel est l'impact pour vous à l'hôpital? Actuellement, je crois que depuis les événements que l'on connaît dans la région, il y a une augmentation importante des viols. Et ce qui caractérise ces viols, d'abord sur le plan des chiffres et statistiques, comme l'a dit Madame la Ministre, les statistiques sont des statistiques, mais derrière ces chiffres, il y a toujours des personnes. Et aujourd'hui, les statistiques de 2023, c'était une femme toutes les 4 minutes. Et ça, c'est énorme. 123 000 femmes en 12 mois. Mais aujourd'hui, ce qui nous perturbe à Panzi, c'est le nombre d'enfants. Et quand on voit, par exemple, à la maternité, le taux de femmes qui accouchent à moins de 18 ans, donc des enfants qui accouchent, représente plus de 30%. L'UNICEF parle de 35 à 45% des victimes de violences sexuelles sont des enfants, mais à Panzi, 30% des femmes qui accouchent sont des enfants. Et ce qui me choque, moi, c'est quand je vois ces petites filles, des enfants de 12 ans, enceintes, qui ne comprennent même pas ce qui leur est arrivé et qui se retrouvent à la maternité. Là, je disais, nous sommes en train de préparer des protocoles de prise en charge des accouchements chez les enfants, puisqu'on en parle pas beaucoup, mais finalement, le taux de mortalité et maternelle et néonatale est très très élevé dans cette tranche d'âge, et il faut faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que l'impunité a pris vraiment place, c'est comme si tout était autorisé, et malheureusement, ce sont les enfants qui payent aujourd'hui le lourd tribut par rapport à ce qui se passe dans la région. Et je fais encore une fois l'appel. La justice, elle est très importante. Les femmes qui demandent justice ne demandent pas, c'est pas par vengeance, c'est pour être protégées. Et je pense que lorsque, en fait, on laisse l'impunité prendre place, on ne peut pas être étonné qu'il y ait la répétition. Et je crois que le cas de la République démocratique du Congo, c'est un cas d'école où finalement, ceux qui commettent les viols, on les connaît, on les donne des tapis rouges partout où ils passent, ils bénéficient de tout ce qui peut demander aux États qui sont appelés démocratiques
Et malheureusement, on voit que lorsqu'il y a l'impunité, la répétition est garantie. Et ça, je crois qu'en République démocratique du Congo, c'est le cas d'école. Et la situation des enfants est dramatique. L'UNICEF a alerté, mais même malgré cette alerte, il n'y a pas d'action vraiment pour protéger les enfants dans ce conflit. Merci infiniment, Dr Denis Mukwege, de nous le rappeler. Espérons qu'on vous entende, qu'on vous écoute. Et effectivement, c'est un peu pour ça aussi que nous sommes réunis tous ici. Vous allez rester notre grand témoin pendant tout cet après-midi. On va essayer de découvrir, puisque s'il y a vraiment urgence, c'est essentiel, comment ce modèle Panzi que vous avez développé, que vous êtes obligé de développer aujourd'hui jusqu'aux enfants, se diffuse à travers le monde. Je vais vous proposer, cher Denis Mukwege, peut-être de rejoindre la place, mais sachez que vous pourrez intervenir pendant tout le temps de nos discussions avec toutes les personnes que vous connaissez. Peut-être peut-on applaudir encore une fois. Merci.